L'isolement pèse lourd sur la vie des personnes âgées. Seules, sans relation sociale, on vieillit mal. Depuis un peu plus d'un an, en Vendée, le dispositif Mona Lisa invite à collaborer, à travailler ensemble contre l'isolement des aînés. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Pifteau, donc de la Ligue de l'enseignement, chroniqueuse en l'air de rien depuis combien de temps? Depuis la rentrée? Depuis la rentrée, très bien. Ouais. Vous allez nous parler d'un lieu à Bouillé-Cours-d'Eau. Alors Bouillé-Cours-d'Eau, on est dans le sud Vendée. Sud Vendée, proche de Maizet, c'est ça, d'une association qui lance une base de loisirs, qui se met des nouveaux défis et qui va du coup... Et ça s'appelle la colline des Frétis, voilà. La colline des Frétis, très bien, on en apprendra un peu plus tout à l'heure. Bonjour Fanny Tesson, bonjour Antoine Chiron, bienvenue dans l'air de rien. On vous a invité pour parler d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Mona Lisa. Alors Fanny Tesson, vous travaillez pour la Fédération des centres sociaux en Vendée. Oui, tout à fait. Et à ce titre-là, vous êtes coordinatrice du dispositif Mona Lisa, donc on va expliquer ce que c'est. À côté de vous, Antoine, donc, vous êtes ce qu'on appelle service civique. Vous êtes donc missionné pour Mona Lisa, vous apportez vos compétences jusqu'au mois de novembre, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc on va voir quel est votre rapport pour Mona Lisa. Alors le dispositif Mona Lisa, d'abord, c'est quelque chose qui a été institué par la loi sur le vieillissement, donc c'était sous le gouvernement Ayrault, donc il y a quelques temps. Depuis 1 an et demi, il se développe en Vendée. Et j'ai dit, d'ailleurs, Mona Lisa, ça veut dire mobilisation nationale contre l'isolement des aînés. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que c'est? Alors, Mona Lisa, du coup, c'est un dispositif ou une dynamique, on emploie les deux termes, qui a vu le jour, enfin, en tout cas, qui a commencé à voir le jour après la canicule de 2003. Oui. Où il y a beaucoup de personnes, on a pris conscience que beaucoup de personnes vivaient seules et pouvaient parfois mourir seules dans des conditions extrêmes. Et donc, suite à ça, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau national. Et Mona Lisa, donc l'association nationale, a vu le jour en 2012. Voilà. Et elle se déploie depuis dans tous les départements. Et nous, donc en Vendée, c'était fin 2015. On a commencé à y travailler en début d'année 2015. Et puis, alors, voilà. Avant de comprendre ce que ça implique, donc une fois que la théorie est là, est-ce qu'en Vendée, il y a une spécificité? Parce qu'on sait qu'on a une démographie assez dynamique, mais on sait aussi qu'on attire beaucoup des retraités venant de l'extérieur. Est-ce que l'isolement, c'est quelque chose de très prégnant dans notre département? Alors, on peut dire oui. On est un département à la fois rural et côtier. Donc, forcément, on est touché par l'isolement des âgés, notamment sur les côtes. Quand même, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent passer des vacances et puis qui s'installent à leur retraite en Vendée. Et qui n'ont pas forcément un réseau de proximité. Oui, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi, c'est l'effet aussi normal. Les personnes, quand on vieillit, les personnes décèdent autour de nous. C'est normal, on peut perdre son conjoint. Et puis la famille habite loin, on peut se retrouver plus ou moins seul. Donc voilà, il y a ça. Et puis, en milieu rural, on a quand même des lieux-dits qui sont assez souvent éloignés des bourgs. Et puis, avec l'avancée en âge, on a une perte de mobilité qui est normale. Une perte de mobilité physique, une perte de l'audition, une perte de la vue. Parfois aussi, des personnes n'ont pas passé leur permis de conduire. Donc voilà, il y a la mobilité et l'isolement sont assez liés quand même, et notamment en Vendée. Voilà. D'accord. Alors, le dispositif, donc, on l'a bien compris, le but, c'est de sortir certaines personnes, les aînés, parce que c'est bien sur les aînés, oui. De l'isolement. Alors, une fois que c'est dit, comment on fait? Parce qu'il existe des initiatives déjà un peu, on pense aux visites des bénévoles à domicile, il n'y a pas que ça. Même la vie associative en soi sert à ça aussi, à mobiliser les gens. Alors, qu'est-ce que fait Mona Lisa en plus? Alors, l'objectif de Mona Lisa, c'est de s'appuyer justement sur ce qui existe déjà, ce qui est déjà mis en place dans les communes de Vendée. On sait qu'il y a des petites associations, des CCAS, des clubs qui proposent des choses. En revanche, parfois, elles ne sont pas toujours connues de la population. Elles ne se connaissent pas forcément non plus toujours entre elles. Donc l'idée de Mona Lisa, c'est de faire un réseau
de constituer un réseau sur tout le département pour que ces associations-là, ces structures-là, elles apprennent à se connaître entre elles pour mieux répondre aux différentes attentes de la personne âgée. Je donne un exemple, ça peut être une personne peut avoir envie de recevoir des visites à domicile et puis avoir besoin d'un service de transport solidaire pour aller faire ses courses ou bien pour aller à un club, par exemple du 3e âge ou participer à des activités, des ateliers. Ça se fait pas naturellement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une coordination naturelle ou spontanée sur un territoire. Pas forcément, pas toujours. On se rend compte dans des territoires même hyper actifs comme sur le Pays des Olonnes où il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour les seniors, où les associations, elles ne fonctionnent pas forcément entre elles, elles fonctionnent bien, elles font plein de choses, mais sur leur champ d'action. Donc Mona Lisa, c'est aussi d'avoir une vision partagée de ce que c'est que lutter contre l'isolement des âgés et se dire qu'il y a besoin de plusieurs activités aussi pour la personne, quoi. Voilà. D'accord. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un spot qui a été réalisé au niveau national, qui alors, ne raconte pas tout sur Mona Lisa, mais donne un peu un état d'esprit, la grande diversité en fait, des gens qui peuvent s'investir aussi dans le dispositif. C'est moi. Oh là là. Alors, vous savez faire le point de mousse, le point de riz? Ici, quand même. Bonjour Nicolas, vous avez été au marché aujourd'hui? Non, ce matin, je suis pas allé au marché, j'ai pas eu le temps. Et j'ai un service à vous demander. Oui, dans 3 jours, c'est très bien, oui. D'accord. C'est parfait. Ah, puis il y a le soleil, un grain de soleil là. Faut pas manger le pain. Voilà. Merci beaucoup. Je les brosse bien. On les épluche, c'est bien parce qu'elles sont très Et fines. bien épluché parce que sinon. Écoutez, moi je vais vous dire raconter mon voyage à la mer. Ah oui, je veux bien. Alors, dans le spot, on voit quelqu'un qui apporte tout simplement la baguette de pain, éplucher les légumes avec la voisine. Donc, il y a aussi des gestes spontanés. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une structure, un dispositif ou même une association pour rendre ce service-là. Alors oui, ça peut être du bon sens d'aller rendre visite à son voisin, c'est sûr. Nous, quand même, ce qu'on se dit dans Mona Lisa, c'est qu'il y a peut-être besoin parfois d'un cadre qui protège à la fois le bénévole et à la fois la personne âgée qui, par définition, devient de plus en plus vulnérable au cours de sa vie. Donc le fait de faire partie d'une association, ça permet à la fois de garantir des bonnes intentions du bénévole vis-à-vis de la personne âgée, mais aussi, parce que toutes les personnes âgées ne sont pas des anges, de protéger aussi le bénévole dans son action avec la personne. Et puis parfois de bénéficier d'une assurance quand il y a besoin de déplacement aussi, quand on va promener la personne ou quand on l'emmène dans son véhicule. Alors Antoine nous écoute depuis tout à l'heure. Donc pour garantir ce cadre, cette sécurité, ça passe aussi peut-être par la formation. C'est une des plus-values de Mona Lisa, c'est que vous pouvez proposer donc, un accompagnement des associations ou des bénévoles à travers des formations. Voilà, donc ces formations se déroulent 3 et 4 fois par an et c'est des formations socles de 2 jours consécutifs. Et dans ces formations, on donne des outils aux bénévoles pour mieux appréhender justement leur rôle de bénévole. Donc par exemple, la première journée, c'est plus sur qu'est-ce que Mona Lisa, on leur donne des clés pour comprendre un petit peu ce qu'est Mona Lisa. Et la deuxième journée, c'est plus sur le rôle et la posture du bénévole. Alors la posture d'écoute, c'est ça Oui, voilà. Et par exemple, pour donner un exemple assez concret, quand on va réaliser une visite à domicile chez quelqu'un, c'est pas forcément évident de s'immerger dans le quotidien de la personne. Donc c'est pas... Puis savoir peut-être aussi, jusqu'où on peut aller, parce que aussi. Il y a quelque chose qui est rendre visite à quelqu'un, mais avec qui on n'a pas d'histoire commune. Parfois, ça peut paraître artificiel, donc créer du lien, c'est pas facile. Ouais. Et ces formations, elles s'adressent, donc comment ça se passe? Elles sont gratuites, il faut faire partie déjà d'une association qui est partenaire de Mona Lisa. Voilà, en fait, ce sont des formations gratuites pour les bénévoles. Et en fait, les bénévoles qui souhaitent participer à la formation en font part à leur association mère, ce qu'on appelle une association mère, qui les inscrivent sur un registre.
et ils nous retransmettent le registre. D'accord. Et les associations, elles, en amont, elles sont rentrées en contact avec vous? Oui, c'est la plupart du temps, enfin en tout cas pour l'instant, alors ça va peut-être, on espère quand même que ça va évoluer un peu, mais en tout cas pour l'instant, les bénévoles qui sont formés dépendent des associations qui font partie de la coopération Mona Lisa. Donc on est des associations et organisations, parce qu'il y a aussi des centres communaux d'action sociale qui ne sont pas associatifs forcément. Donc voilà, pour l'instant, c'est un vivier. Voilà. On va revenir un peu sur cette organisation et les gens qui seraient interpellés, savoir un peu par où commencer. Oui. Petite parenthèse, donc avec Émilie, qui va nous parler de la colline des Frottis. Alors Émilie, la colline des Frottis, c'est une association qui est à Bouillé-Courdeau. Voilà, sud Vendée, donc tout proche de Maizet, voilà. Oui. La colline, donc c'est une asso qui existe depuis un petit paquet d'années déjà, qui alors assez connue dans le coin en fait parce qu'elle a un centre équestre et elle a géré pendant plusieurs années aussi l'accueil de loisirs en même temps. Alors ça, elle ne le fait plus, elle a toujours son centre équestre, donc il y a une activité forcément tournée autour du cheval et aussi tournée autour de la nature puisque la colline en fait, ils sont situés vraiment en pleine nature, hein, dans un moulin, au milieu des champs. Voilà. C'est l'isolement positif. Exactement. C'est un retour recherché. Exactement. Ils sont très impliqués dans la vie locale et ils ont des objectifs vraiment de mixité sociale, de vivre ensemble. Ils accueillent beaucoup d'enfants pour faire des animations, donc autour du cheval et de la nature. Ça, c'est leur activité au quotidien. Et ils se sont lancés, donc un gros défi quand même pour une petite association rurale, c'est d'ouvrir une base de loisirs pour cet été. Alors, une base de loisirs, c'est un lieu de plein air pour accueillir des colonies de vacances en fait. Ouais, des séjours enfants organisés par des accueils de loisirs. Donc on est hébergé sur le site. C'est ça, en plein air, sous tente, un peu coupé du monde, mais c'est l'objectif. Ah, ça nous rappelle des choses. C'est l'objectif en fait, que les enfants puissent se retrouver, gagnent aussi en autonomie parce qu'on n'a pas tout ce qui est... tout ce qu'on a à la maison, hein, notre petit frigo, notre truc, voilà, le but c'est aussi pour eux de faire ses repas et puis s'immerger dans un autre monde puisqu'on a déjà des accueils de loisirs de La Roche par exemple, on sait qu'ils vont venir, ça va être un univers complètement différent pour eux. Oui, pourtant La Roche-sur-Yon, c'est pas non plus la mégalopole. Non, mais c'est un peu plus citadin. D'accord. Donc être autonome en fait, hein, c'est ça. Être autonome, se retrouver ensemble. Et puis découvrir, puisqu'en fait la colline des Frottis ne va pas juste proposer un lieu, va aussi proposer des activités, parce que ça c'est leur quotidien, ils savent le faire et ils ont envie de le faire découvrir des choses aux enfants. Donc il y aura plusieurs choix d'activités, donc aussi bien de l'orientation, voilà, on part avec une carte, une boussole, et puis il y a des balises à chercher, il y a des choses à trouver, des trésors, etc. Des balades à vélo, bien sûr avec les poneys, parce que c'est leur cœur d'activité aussi. Puis des animations archéologiques. Oui, parce qu'ils ont, alors dans le coin je ne le savais pas, mais dans le coin il y a aussi pas mal de fossiles, de choses comme ça, et du coup ils en ont des vrais. Oui, la mer s'est retirée. Voilà, exactement. Ils en ont des vrais qui vont cacher. Enfin bon, le but c'est de reconstituer une recherche archéologique avec les enfants aussi autour de ça. Donc ce sera une proposition qui sera faite. À charge ensuite aux animateurs de choisir ce qu'ils veulent faire autour de leur projet, etc. Ok, très bien. Donc, avec un objectif aussi pour l'été prochain, voilà, d'ouvrir un petit peu plus tout ça. Ils pensent notamment à proposer pour les ados vraiment une sorte, une colo itinérante, voilà, où on bougerait dans le sud Vendée et sous forme de bivouac. Donc là, on serait clairement dans se couper du quotidien et puis vivre une vraie aventure ensemble. Voilà. Très bien. Et dans le sud Vendée, c'est magique. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, Émilie. Vous connaissiez pas ce genre d'initiative? Pas du tout. Pour revenir donc au dispositif Mona Lisa contre l'isolement des aînés, développé en Vendée depuis 1 an et demi, on disait, alors admettons, j'ai créé mon association il y a déjà plusieurs années, je fais du transport solidaire, voilà. Je me dis, effectivement, Mona Lisa, je vois ce que ça pourrait apporter à mon association, je commence par quoi? Je rentre en contact avec qui? Bien, directement, je pense avec notre coopération. On a un numéro de téléphone direct, et puis après, nous, on les informe de ce qu'est Mona Lisa, de ce que ça peut leur apporter en plus.
cette dynamique, comme visibilité sur la Vendée. Voilà. Oui, parce qu'on a parlé de mise en relation avec les autres associations du territoire, mais ça peut être aussi en termes de visibilité sur l'ensemble du département. Comme on le fait aujourd'hui, voilà, on essaye de communiquer pas mal dans les journaux, à la radio, voilà, ici à Télé-Vendée, pour faire connaître du grand public, pour dynamiser un petit peu l'engagement bénévole, et puis aussi faire connaître des potentiels financeurs. Ça peut être important pour une association d'essayer de trouver un biais pour... Et qu'est-ce que ça implique? Dans quoi je m'engage? Est-ce que je vais devoir participer à des réunions de coordination sur mon territoire au niveau départemental? Alors, avant de laisser Antoine continuer là-dessus, je vais juste préciser, il y a 2 façons de s'investir dans Mona Lisa. Donc, il y a au niveau départemental, dans notre coopération Mona Lisa Vendée, qui regroupe une vingtaine d'institutions aujourd'hui. Ouais, comme par exemple on a la Fédération Famille Rurale, des associations caritatives, les Petits Frères des Pauvres, Saint-Vincent-de-Paul qui est très actif, France Bénévolat. Il y a aussi, alors je dis institution et pas association parce qu'il n'y a pas que des associations. On a la MSA, la Mutualité Sociale Agricole qui en fait partie, les CLIC, les CCAS, beaucoup de CCAS qui nous rejoignent. Et ce comité, quel est son rôle? C'est les grandes orientations? Oui, c'est ça. C'est d'essayer d'assurer une meilleure coordination des actions sur tout le département et puis d'avoir une vision partagée de comment on peut rompre l'isolement des âgés un peu partout. Et puis, évidemment, comme on le disait, de communiquer beaucoup pour défendre la cause, en fait. D'accord. Donc ça, c'est un premier niveau départemental. Voilà. Et donc, on peut aussi s'investir à un autre niveau? Très localement, voilà. Je laisse Très localement, vous pouvez créer avec votre association des équipes citoyennes. Donc en fait, c'est des groupements de bénévoles qui agissent sur un territoire local et qui ont un but de lutter contre l'isolement des âgés. D'accord, mais sur une zone en proximité en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, les équipes citoyennes. Voilà, donc ça peut être plusieurs associations d'un même secteur qui vous montrent leur équipe citoyenne. Et là, en fait, elles se retrouvent à leur rythme. Il n'y a pas de rythme imposé, Non, c'est à eux de faire en fonction de leurs attentes et de leurs envies aussi sur tout ça. Donc il n'y a pas de rythme imposé. D'accord. Est-ce que vous avez des échos de création d'équipes citoyennes bientôt? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui bougent et qui se mettent en place? Ça prend, ouais, ça commence à... Alors, il y a des choses qui se font déjà, hein, bien sûr, mais avec l'idée de Mona Lisa et de coordonner un peu mieux sur un territoire donné, on sent que ça commence à prendre, notamment sur le territoire des Olonnes, où il y a beaucoup de choses qui se font. Je le recite souvent parce que voilà, c'est un exemple en Vendée. Sur La Roche aussi, ça commence. Et puis, on aimerait bien aller vers... on a fait une rencontre départementale dans l'Est, vers Chantonnay-Pouzauges. Là-bas, c'est pareil. On aimerait bien aussi... Donc là, c'est plutôt des CCAS qui sont... oui, c'est ça, oui. Tout à fait, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui vont faire évoluer Mona Lisa bientôt? Vous parliez de financement. Est-ce qu'il y a des perspectives ou est-ce qu'on sent que c'est un sujet qui concerne de plus en plus les gens ou les décideurs? Les décideurs, forcément, oui. On a la conférence des financeurs qui s'est mise en place l'année dernière dans tous les départements de France, qui permet le financement d'actions collectives de prévention pour la perte d'autonomie. Donc ça, forcément, ça concerne beaucoup d'associations. Ça peut concerner potentiellement beaucoup d'associations. Donc dans l'exemple que vous disiez tout à l'heure, mon association, je n'ai pas entendu parler de ce dispositif, je peux m'adresser à Mona Lisa qui va m'orienter Oui, voilà, pour répondre à l'appel à projet de la conférence des financeurs, bien sûr, ouais, on peut les aider. Il y a un droit d'adhésion à Mona Lisa pour une association? Oui. Alors il faut soit c'est par, vous signez la charte de Mona Lisa nationale, en fait, qui va vous dire que vous adhérez à la lutte contre l'isolement. D'accord. Et en fait, cette signature, il y a un droit d'adhésion, il y a un paiement? Oui, alors en fait, Antoine a commencé à le dire, il y a 2 chartes. Il y a la charte de soutien à Mona Lisa, la charte générale, et puis qui a un droit d'entrée qui dépend du budget de l'organisme. Donc ça va de 30 € jusqu'à... Ah oui, c'est proportionnel au niveau de l'association. Oui, ça doit être ça, voilà. Et puis après, donc ça c'est une première charte, la charte de soutien général. Et puis après, la charte de l'équipe citoyenne, dont Antoine parlait tout à l'heure, qui elle est gratuite. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux d'investissement. Très bien.
Les gens qui voudraient rentrer en contact avec vous, on inscrit les coordonnées. Il y a une page Facebook aussi, qui peut être une façon assez simple aussi de suivre l'actualité et de donner envie. Bien, nous allons terminer cette émission avec un ouvrage pour enfants et c'est Delphine Blanchard qui nous le présente. Bonjour Delphine Blanchard. Bonjour. Vous venez avec un livre pour enfants qui s'appelle La nuit de Ferdinand. Oui, un album jeunesse qui est poétique et philosophique, et c'est assez rare. La nuit de Ferdinand, donc c'est édité par une maison d'édition vendéenne qui est basée à Grosbreuil, qui s'appelle les éditions Robin. Donc Jérémy Robin, il est plutôt éditeur de poésie habituellement. Et là, il a décidé de lancer une collection qui s'appelle La tête dans les étoiles, et il va sortir un livre jeunesse par an. Donc c'est un joli ouvrage 100% vendéen, parce qu'il est imprimé au Poiré-sur-Vie, avec des encres végétales, sur du papier qui répond aux normes environnementales. Donc c'est toujours bon à souligner à l'époque où certains vont imprimer en Roumanie, en Italie, je ne sais où. Et donc Jérémy Robin, comme il édite plutôt de la poésie habituellement, il ne se refait pas, donc il a fait appel à un auteur qui s'appelle Pimpourte et qui a écrit son ouvrage en alexandrin, ce fameux vers de 12 syllabes qui nous a parfois embêtés quand on devait apprendre par cœur. D'accord. Et donc, Pimpourte. On imagine que c'est un... C'est un pseudonyme, on peut aussi le dire peu importe. Et donc vous verrez qu'en enlevant une voyelle, on en vient... D'accord, on va chercher. Peu importe, peu importe. Oui, d'accord, mais on ne comprend toujours pas qui c'est. Non. On ne sait pas qui c'est, il est mystérieux. C'est un auteur qui est des Deux-Sèvres, me semble-t-il. Presque vendéen. Donc. Presque vendéen, mais l'illustratrice Claire Corbin est une illustratrice lyonnaise. Et c'est elle qui a fait tous les dessins, sublimes dessins, au crayon de couleur. C'est ça qui... c'est inhabituel. C'est inhabituel. Au crayon de couleur, voilà, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Alors, ça raconte quoi la nuit de Ferdinand ? Ferdinand, c'est un éléphant. Le matin, il a du mal à se réveiller. Pourquoi ? Parce qu'il passe des nuits agitées. Ferdinand se pose des questions sur la vie, la mort, sur c'est quoi l'infiniment grand, l'infini petit. Voilà, il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas de princesse qui dans ce... Question existentielle. Question existentielle, voilà, c'est vraiment philosophique. Très bien. C'est vraiment très très bien. On ne prend pas les enfants pour des imbéciles. Jamais. Jamais, au grand jamais. Il y a quand même du texte, hein. Vous voyez, vraiment, c'est avec ce petit Ferdinand avec son œil là, son œil grand ouvert qui se pose beaucoup de questions. Et à la fin, il y a un petit lexique, un petit dictionnaire, parce que tous les mots qui sont en gras, les enfants peut-être ne comprennent pas forcément, et hop, il y a la définition. On enrichit le vocabulaire. On enrichit le vocabulaire, et même moi j'ai appris un mot. Je dois vous avouer, je ne savais pas. Si Delphine Blanchard a appris un mot... Je ne savais pas ce que ça voulait dire flavescent. Il y a les flammes flavescentes, et en fait c'est des flammes rouges qui tirent sur le jaune. Donc finalement, c'est pour les enfants, mais c'est pas que pour les enfants. On apprend toujours des choses. Il y a un intérêt aussi pour les parents. Ouais. Et donc, on a des réponses à des questions compliquées des enfants ? C'est-à-dire que c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, ça va être compliqué de répondre en quelques pages, mais bon... Et a-t-on une réponse ? Et a-t-on une réponse ? Voilà, c'est ça. En tout cas, il n'y a pas de prince charmant et de princesse, mais il y a quand même de l'amour, puisqu'à la fin, Ferdinand dit « Je crois que j'ai compris ce que c'est que l'amour ». Donc vous verrez que ce qui se passe. Et au mot « amour », j'aime beaucoup la définition. Si tu ne comprends pas bien ce mot, tu peux relire l'histoire de Ferdinand. C'est pas mal. Alors, et aussi, si j'ai un peu le temps, de vous parler d'un... je vous fais passer La nuit de Ferdinand. Vous pouvez le lire à vos enfants, ou pas que, hein, si vous le lisez à qui vous voulez. C'est un peu spécial après d'offrir au cas pour enfants. Et sur le site, vous pouvez télécharger des morceaux de musique. Sur le site de la maison d'édition ? Oui, des éditions Robin qui a fait une page sur La nuit de Ferdinand. Et c'est gratuit, il faut juste rentrer un mail ou un mot de passe. Et Miguel Robin, qui est un musicien du Poiré-sur-Vie également, ou de Belleville-sur-Vie, qui est vendéen, a composé des musiques à partir des textes. Alors c'est pas le texte mis en musique, ce sont des musiques inspirées, inspirantes, et vous pouvez lire le texte. En mettant la musique. On va écouter un extrait. Vous allez voir un petit peu l'ambiance musicale. Ouais, c'est très enjoué. C'est très enjoué, oui. Parce que même si Ferdinand se pose des questions... Mais il y a plusieurs morceaux en fonction des parties, en fonction des pages. Ouais. Il y a 20 morceaux. 20 morceaux. Mais vous pouvez l'écouter un peu comme... Oui, on peut l'écouter aussi indépendamment du livre. Ouais,
vous allez entendre, c'est rythmé, certaines fois, c'est fait avec des instruments pour des jouets en fait, sur certaines, des xylophones, Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment sympathique. Et essayez en jouer même s'il pose des questions. Alors, il y a le CD avec le bouquin ou... Non, alors vous pouvez acheter juste le livre à 15 €, librairie Agora, La Roche-sur-Yon, librairie 85 000, Voyelles au sable, enfin il y a quelques... D'accord. Ou si vous voulez interpeller le libraire. Oui, interpeller le libraire. La musique dématérialisée, c'est gratuit. Vous allez sur le site, vous téléchargez gratuitement. Mais si vous préférez le CD, il est à 5 €. Et là, si vous l'achetez sur le site de La Nuit de Ferdinand et des éditions Robin. D'accord. Donc c'est un très bel objet, poétique, philosophique, joliment illustré. Et pour une fois qu'on prend les enfants pour ce qu'ils sont, qui posent des questions parfois quand même très pertinentes. Oui, d'accord. Et puis... 15 € les éditions. Alors Jérémy là, Robin. donc, il y a Claire Corbin qui est illustratrice lyonnaise, Miguel Robin qui a fait la musique, Jérémy Robin qui est l'éditeur. Qui sont cousins, non, peut-être pas. Frère. D'accord, je crois. Et Pimpourte, qu'on ne sait pas qui c'est, qui est des Deux-Sèvres. Oui, c'est l'auteur très mystérieux. Bien. Ok, bien. Ça peut être un bon prétexte aussi de discussion quand on va vers des personnes qui sont isolées, de prendre un bouquin. Tout à fait. L'intergénération avec les petits-enfants, ça peut être un bon sujet. Ouais. On ne l'a pas dit tout à l'heure, pour le dispositif Mona Lisa, il y a une formation pour les bénévoles à La Roche-sur-Yon au mois d'avril. Donc là aussi, on se renseigne sur vos coordonnées. Et on termine l'émission avec la une du magazine Racine, avec un dossier réalisé par Delphine Blanchard sur apprendre à vivre seul. Et là, plutôt quand on a vécu en couple et qu'on vit le veuvage ou la séparation. Merci Antoine Chiron, merci Fanny Tesson de nous avoir présenté le dispositif Mona Lisa et Delphine Blanchard à la semaine prochaine.